Alors tout d'abord, pour commencer, on va faire un petit rappel du cours précédent. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans le cours précédent? On a vu les densités de probabilité dp égale le module psi carré dx. Ça c'est dans le cas unidimensionnel. Comme la particule est forcément dans l'espace où la particule peut se mouvoir, on peut la normaliser. Donc ici ça fait somme de psi carré dx égale à 1. Donc ça c'est la première partie du cours. Deuxième partie, on a vu l'équation de Schrödinger générale. Donc IH bar d psi sur dt égale moins h bar carré sur 2m d2 psi sur x2 plus v psi. En dessous, vous avez l'équation de Schrödinger pour les états stationnaires. On rappelle qu'un état stationnaire, c'est lorsque le potentiel ne dépend pas du temps. Donc on va la retrouver aujourd'hui dans notre cours, là je fais un petit rappel. Moins h bar carré sur 2m d2 phi sur dx2 plus v psi égale e psi. Des fois, dans l'écriture, on préfère faire passer le v à droite, ça fait e moins v phi de x. Logiquement, elle n'est pas à prendre, elle doit être fournie au concours, cette équation. Mais bon, celle-ci, je vous conseille quand même de la retenir. Et pour finir le paragraphe, on a vu les inégalités d'Eisenberg. Donc il y en a une pour chaque axe cartésien. La plus simple à retenir, je pense, c'est celle-ci, delta x, delta px, plus grand ou égal à h bar sur 2. Une autre inégalité qu'on appelle aussi des fois inégalité d'Eisenberg, mais c'est pas tout à fait une inégalité d'Eisenberg parce que delta t n'est pas une détermination quantique. C'est delta E, delta T plus grand que h bar sur 2. Et cela a pour conséquence que pour un état stationnaire, delta E tend vers 0. Donc ça, c'est facile à se retenir parce que delta E tend vers 0, ça vous permet de faire des traits pour les niveaux d'énergie. Et vous avez des questions pour ce rappel? Non, c'est bon? Ok, on va passer au cours d'aujourd'hui. Alors, je vais juste faire un petit test avant de commencer. Donc je vais lire avec vous et dès qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me demandez. Je vais vraiment faire une lecture mot à mot. Hein. Après je vous dirai ce qu'il y a d'important à chaque fin de chapitre. Alors on va commencer par faire les particules libres. Qu'est-ce que c'est une particule libre? C'est une particule qui peut se mouvoir dans un potentiel tel que v de x égale 0. Donc pour résumer, elle n'est pas soumise à une énergie potentielle. Donc sa seule énergie, c'est une énergie cinétique. D'accord ? Donc là, il y a des petits rappels qu'on va noter P, c'est la quantité de mouvement. E, son énergie. Donc il sera confondu avec son énergie cinétique. Et donc par rapport à la formule de tout à l'heure, que vous aviez là, on va poser V de x égale 0. Donc on va partir de cette formule ici avec V de x égale 0. C'est celle-ci ou c'est l'autre? C'était l'autre, pardon. Hop, on va partir de celle-ci qui est juste au-dessus, avec V de x égale 0. Alors, ça je l'ai pas rappelé tout à l'heure. On va peut-être mettre... Ça par contre, il faudrait se le souvenir. Hop. La fonction phi de x de t, dans le cas pour faire une séparation de variables, s'écrit phi de x exponentielle moins i oméga t, où oméga, c'est e sur h bar. On avait déjà parlé, on avait dit que le signe moins est une obligation en physique quantique, qu'il ne fallait pas écrire avec le signe plus. Donc si on remplace dans l'équation de Schrödinger, celle en phi de x, donc celle-ci cette fois, avec v égale 0, on a cette ligne, et on va faire apparaître en fait une équation différentielle qui est ici. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie, avant de se lancer dans les calculs à proprement parler? Oui. Il est trop petit le curseur flèche là? Ça je sais pas comment faire pour l'augmenter, donc je vais peut-être faire des ellipses, c'est pas grave, je ferai des trucs comme ça. Donc l'équation qu'on prenait c'était celle-là. Ah, c'est pas le bon truc ça. C'était celle-ci. Oui. En fait, comme elle a pas de... En fait, on commence déjà un petit peu chapitre 3, ça. Faut voir le potentiel comme un obstacle. Donc le potentiel, ça va être soit des marches. Je vais prendre Je fais un petit truc, je vais expliquer ça rapidement. Faut que je trouve ajouter page.
Bon, ajouter page, c'est où ça? Ah, on va faire nouveau alors. On va prendre le crayon. En fait, V de X, potentiel. Oups, pardon, là je fais la souris, c'est horrible. Alors, V de X, le potentiel suivant X. Donc là c'est V de X égale 0. Cependant, dans le cas général, on pourra avoir des potentiels qui ont la forme de marge de potentiel, ici. Et dans le cas classique, si vous tracez l'énergie, une autre couleur, par exemple une énergie comme ça, E, si on se passe en mécanique classique, vu qu'ici vous avez en ce point E égale EC plus V, d'accord, vu que vous avez E égale V ici, vous l'avez aussi ici, mais ça on verra ça après, virgule, si E égale V, ça implique EC égale 0. Ça, vous comprenez ça, le petit dessin? Faut pas oublier que V, c'est l'énergie potentielle, hein, en mécanique quantique. Donc, en ce point-là, vous n'avez pas assez d'énergie pour que la particule puisse passer. Dans les X, par exemple, on va appeler ça X0. Donc, si la particule est ici au départ, dans cette zone, donc elle sera par exemple ici, elle ne pourra pas passer par-dessus ce qu'on appelle une barrière de potentiel. Donc là, elle pourra que aller entre moins l'infini x0 ou de 0 à x0. Et si elle est initialement ici, la particule, elle pourra qu'aller, donc là on va dire x0', elle pourra qu'être de x0' à plus l'infini. Et là par contre, le potentiel, il est nul. Dans notre cas, le potentiel... Attends, je finis juste le petit... Ah, le jaune, ça se voit pas très bien. Ici, le potentiel, il est nul. Donc si vous prenez une énergie quelconque, on peut garder E comme énergie, on voit qu'on a toujours une énergie cinétique disponible, parce qu'on est au-dessus. D'accord, faut pas oublier que l'énergie cinétique est forcément positive, donc on verra que quand V égale 0, E est forcément positif. C'est bon, j'ai répondu à votre question, pourquoi on dit que ça va de moins infini à plus infini, dans ce cas-là? La remarque, elle arrivait un peu tôt dans le poly, elle aurait dû être un peu plus tard. Oui, je crois que c'était Fiona. C'est les deux en fait. Ah oui, alors le cas que tu me proposes, il correspond pas à ce chapitre. Le cas où j'aurais le trait noir au-dessus de la marche, effectivement. Si j'avais fait un trait ici, que je prenne le potentiel jaune ou le potentiel rouge, de façon classique, j'aurais pu aller de moins l'infini à plus l'infini aussi. Mais là, je suis dans le cas du trait jaune, dans ce chapitre. On a un potentiel nul tout le temps, et on va voir qu'en fait l'énergie est forcément positive. Donc je pourrais effectivement d'aller de moins l'infini à plus l'infini, si le lieu où la particule quantique est confinée le permet. Alors justement, on va revenir dans le cours, on va voir les petits calculs qui viennent. Alors j'en étais où? J'en étais ici. Alors K ou E, je reprends le crayon. Alors je vais un peu plus annoter le cours plus suivre ce que je lis. K ou E positif. E négatif, pardon. Alors on prend cette équation différentielle. On dit que E est négatif. Donc ça entraîne, je vais vous l'écrire ici, ça fait par exemple... là j'étais aussi un petit peu rapide, ça fait phi seconde moins k carré phi égale 0. Alors pourquoi moins? Parce que dans le cas E négatif, je vérifie parce que j'ai mis k. Alors je réfléchis là, je suis désolé. E négatif, on met une racine. Oui c'est ça, c'est bon.
où k carré égale par la racine, pardon, moins 2me sur h bar carré. Ça va, il faut que j'ajoute une petite phrase, une petite ligne de calcul par rapport à ce passage de là à là. Oui, après c'est juste une version du quadif. Mais en fait, j'ai peut-être pas très bien présenté le signe ici. J'aurais peut-être dû... On va réécrire ici. Donc ça, en fait, on pose ça égal à moins k carré. C'est peut-être plus simple à comprendre. Alors justement, là on est dans le cas E négatif. On peut déjà regarder le cas E positif. Dans le cas où E positif, on voit que les solutions vont être différentes. Donc on a deux équations différentielles à résoudre, celle-ci en premier, et avec un moins ici, ce sont les solutions exponentielles réelles. Alors on a ça ou ça si on préfère. Ou on aurait pu aussi mettre ch kx plus b' sh kx. Donc vous vous souvenez qu'on a une annexe là-dessus. Je peux peut-être essayer de la charger vite fait. Général, si je la trouve. Alors cette annexe, on l'avait mis équation différentielle, elle est là. C'est bon, vous voyez la feuille de l'équation différentielle là? Alors, on est dans ce cas-là en fait. Ici. Dans ce cas-là, donc moi j'ai juste pris deux solutions, il y en a une troisième, donc soit les solutions hyperboliques, soit les solutions exponentielles croissantes ou exponentielles décroissantes. Alors on va regarder ce que ça entraîne pour notre calcul, ici. Alors, on s'intéresse à cette solution-là, c'est plus simple à exploiter, à celle-ci. Donc, le gros problème qu'on a, c'est que x peut effectivement aller de plus l'infini à moins l'infini. Donc s'il va à plus l'infini, c'est ce terme-là qui va diverger. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, donc je vais mettre le crayon. Si on va à plus l'infini, c'est ce terme-là qui diverge. Si on va à moins l'infini, c'est ce terme-là qui diverge. Donc, on a trois possibilités, pardon, soit a égale 0, soit b égale 0, soit a et b égale 0. Dans tous les cas, si on garde que a et que b, le module au carré de... Bon là c'est un réel, donc il n'y a pas le module, va diverger. Et ça c'est problématique parce qu'on ne pourra pas remplir la condition de normalisation qu'on a vue tout au début, qui est ici je crois. Cette relation-là. Vu que psi va vers plus l'infini, quand vous allez intégrer, ça va aller vers plus l'infini aussi. Donc ça, on appelle ça des solutions non acceptables. Donc finalement, le seul cas possible, c'est le troisième cas, c'est a égale 0 et b égale 0, ce qui entraîne une fonction d'onde nulle. Donc ce cas-là ne nous intéresse pas. Deuxième cas, est-ce que oui? Alors ici, vu que v égale 0, on est forcément en régime stationnaire. Parce qu'en fait, il faut que v ne dépende pas du temps, et v égale 0 tout le temps, dans ce chapitre. Est-ce que j'ai été clair par rapport à la question? Voilà, donc en fait, v égale 0, ça veut dire que v ne dépend pas de x. Que v ne dépend pas du temps, excusez-moi, que v ne dépend pas du temps. C'est v égale 0 tout le temps. Et en plus, dans ce cas-là, il ne dépend pas de x, parce qu'il est nul, quel que soit x. On fait le deuxième cas où E est nul. Bon, là, l'équation différentielle est encore plus simple, c'est phi seconde égale 0 qu'on a à résoudre. Donc ça fait phi de x égale x plus b. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, à cause du petit x qui est ici, qui varie entre plus l'infini moins l'infini, on va avoir psi carré qui diverge, donc forcément a égale 0. Alors par contre, l'explication pour que b égale 0 est un petit peu différente. On va la voir tout de suite. On prend la condition de normalisation, donc ça, dans notre cas, c'est b carré.
Et là, comme c'est une constante, ben, ça va faire b carré x compris entre plus l'infini et moins l'infini. Et ça, c'est pas possible non plus. Enfin, c'est une forme b. Si vous voulez, ça fait ça. Vous voyez, vous avez une R qui va être gigantesque. Et vous pouvez pas faire tendre cette R vers 1. Donc on va devoir prendre aussi b égale 0. Donc encore une fois, on a une solution nulle. Donc en fait, c'est un peu plus strict ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire dans les solutions énergétiques, on peut ni prendre E négatif, ni E égale 0. Donc pour voir si notre modèle a un sens, maintenant il faudrait vérifier que E positif fonctionne. Alors, oui, vas-y. Ouais, oui, mais les orbitales, c'est un électron. Et l'électron est dans le potentiel créé par les autres électrons plus le noyau. Ça correspond pas à notre cas ici. Je rappelle, retenez bien ce chapitre, le titre du chapitre là. Il y a ce mot qui est important. Particule libre, en fait, elle est toute seule dans l'espace, la particule. Donc on peut dire que c'est un électron si vous voulez pour simplifier, mais il est tout seul. Il est isolé de toutes les autres particules. Oui? Oui. Bah, si tu fais ces raisonnements, ça veut dire qu'elle a une énergie cinétique, et donc oui, on n'est pas dans le cas où E égale 0. En fait, si on raisonne classiquement, le cas E égale 0, ça voudrait dire EC égale 0. Si on prend une formule de mécanique classique, c'est-à-dire EC égale V2, ça fait V égale 0, en fait, ce serait une particule immobile. C'est peut-être aussi pour ça que ça rentre pas dans notre cas d'étude. Bah, en fait, le souci, il faut faire là pour l'instant, on raisonne à la fois en classique et en quantique. Donc des fois, pour vous expliquer les choses, je reviens un petit peu à la mécanique classique. Donc là, les explications fonctionnent bien, mais plus tard, quand je vous ai fait ce dessin tout à l'heure, ici, avec la particule ne peut pas passer au-dessus, c'est une description classique. On verra plus tard qu'en fait, elle a une chance, une probabilité de passer à travers le pont, ce qu'on appelle l'effet tunnel, ici. Pour ceux qui ont déjà un petit peu lu l'approche documentaire, mais avec une description classique, tu as tout à fait raison, une particule libre d'énergie nulle, c'est-à-dire une particule immobile, et donc elle n'a pas de sens, semblerait-il, dans notre cours ici. Alors il nous faut le troisième cas, si ce cours a un intérêt, il faut que ça fonctionne. Donc cette fois on prend les exponentielles complexes. Donc par rapport à l'équation différentielle, je vais la réécrire ici. Cette fois c'est... Ah, ça n'a pas marché. C'est phi seconde plus k carré phi égale 0. D'accord ? Alors bon, celle-là vous la connaissez par cœur, logiquement. Elle se situe... Elle est où ? Elle est ici. Voilà. Donc on va prendre soit les solutions sinusoïdales, soit les solutions exponentielles complexes. Donc là j'ai pris les solutions exponentielles complexes. Et là on a fait juste phi. Bon, celle-ci elle fonctionne, on va pas perdre trop de temps dessus. Et on va juste rajouter le terme temporel qu'on a vu dans MQ1, exponentielle moins i oméga t, pour avoir le psi total, la fonction d'onde qui dépend de x de t. Donc on retrouve des expressions qu'on a vues en physique des ondes, ici. Alors, on continue. Il n'y a pas de questions pour là. Là, je vais en reparler de ça, vous inquiétez, c'est la suite du chapitre. C'est ça qu'on ne me dit pas grand chose dessus pour l'instant. Ça, j'avais déjà insisté dans MQ1, donc on va vite passer. Donc on rappelle qu'on garde, vu que E est positif, on garde la convention d'écrire le terme temporel exponentiel moins i oméga t. Donc ça, c'est hyper important pour la suite. Donc là, bon, vous aurez ça à apprendre. Hop. Je
Je passe à la relation de dispersion. Donc ça, c'est notre K carré. Alors ce que je vais faire, vu que j'ai ouvert pas mal de fenêtres, on va écrire la formule de K carré pour la suite au cas où on en a besoin. Ça me sert de brouillon, ça. Parce qu'on va la revoir beaucoup, cette formule. Alors, relation de dispersion. On remplace donc, par exemple, cette solution dans l'équation. Donc, ça fait exponentielle ikx à dériver deux fois, donc ça fait ik carré. Ik carré, ça fait moins k carré. Plus 2me sur h bar carré, phi de x. Donc en fait, on retrouve pratiquement la même relation qu'avant. En fait, on retrouve ce qu'on avait posé, je crois. On retrouve ça en faisant la relation de dispersion. Et donc, on a une formule de l'énergie. Alors, j'ai dû en encadrer une, je regarde un peu. Ben, celle-là, on pourrait l'encadrer. C'est la même chose que ça, en fait, hein, que ce qu'on avait posé ici. Donc, il faut faire un choix, soit vous apprenez E égale, soit vous apprenez K carré égale. Celle-ci, elle est pas mal, je vais vous montrer ensuite pourquoi. Bon, après, on peut remplacer E par h bar oméga et en sortir oméga. Alors, là, on va retrouver quelques définitions qu'on avait auparavant. La vitesse de phase et la vitesse de groupe. Alors, vitesse de phase, à partir de la formule, c'est assez simple, c'est oméga sur k. Donc, ça fait h bar k sur 2m. Vitesse de groupe. Ah, il y a une faute là. Pour ceux qui ont le poli. Vitesse de groupe, c'est d oméga sur dk. Donc, on prend l'expression là, on les différencie. Oméga, d oméga, h bar, k carré. Ça, c'est d de k carré. On fait passer le dk de l'autre côté. Les deux se simplifient. Et ça fait h bar k sur m. Donc là, on a un petit résultat. Je ne vais pas retenir par cœur. Quand c'est pas par cœur, je vais peut-être mettre un rond si je le résultat final du calcul. On a donc vitesse de groupe égale h bar k sur m qui est égal à 2v phi. Alors, ce qui est important de retenir, c'est comme la vitesse de phase dépend de k, c'est-à-dire que chaque onde avec son propre k va ne pas aller à la même vitesse. Ne va pas aller à la même vitesse, ce sera mieux. Ce qui fait que le milieu est dispersif. Donc ça. Ça, c'est important par rapport à ce chapitre. Est-ce que vous avez des questions sur ce calcul ou sur la conclusion? Oui. En fait, si tu remplaces par les deux, ça te aura le même résultat, c'est juste que c'est plus rapide. Regarde, si on fait vraiment le calcul ici. Si on décompose, donc ça va faire alors ik au carré a exponentielle ikx plus moins ik au carré b exponentielle moins ikx. Et le second terme plus 2me sur h bar carré de a exponentielle ikx plus b exponentielle moins ikx égale 0. Là, tu peux mettre a exponentielle ikx en facteur. Ik carré, c'est moins k carré. Et l'autre terme, c'est 2me sur h bar carré. Et tu peux aussi mettre l'autre terme en facteur. Et logiquement, tu as la même chose. Donc en fait, ta relation de dispersion, elle est ici, ou ici, et c'est la même. Pour ça, je disais qu'il suffit d'en mettre un des deux dans l'injection de l'équation différentielle. On fait souvent ça, en fait, souvent vous avez R ici, R1 et R2.
mais vous écrivez le polynôme caractéristique avec R. C'est le même principe, mais vous écrivez qu'avec R, mais à la fin vous avez deux solutions en faisant le polynôme caractéristique, parce que souvent il est d'ordre 2. Vous vous souvenez de ça en première année, par exemple, quand il y avait x point point, plus oméga 0 sur q, x point, tu remplaçais le polynôme caractéristique en disant que x s'écrit sous la forme de somme des a exponentielle ri x ici. Mais le ri, tu le notais pas, tu mettais directement r et tu l'écrivais que pour un r. Et après, tu trouvais les différentes valeurs de r. C'est le même principe, là, sauf que c'est ik, le terme qui reste apparent. Ça va? Alors, bon, vous avez vu qu'il faut bien se souvenir des définitions. C'est vrai qu'on a fait le cours des ondes, on n'a pas fait trop d'applications sur Vφ et Vg. Donc Vφ oméga sur k, Vg d'oméga sur dk, ça faut retenir. Il y avait une petite erreur, j'espère que vous l'avez tous corrigé ici. Et là, par contre, on n'a pas Vφ égale Vg. Quand on avait fait les ondes électromagnétiques dans le vide, on avait Vφ égale Vg. On a dit que le milieu était non dispersif. Ici, on a déjà Vφ différent de Vg, et en plus Vφ qui dépend de k. Pour ça qu'ici, la propagation d'une onde libre est dispersive, c'est écrit. Alors, on a un petit souci malgré tout sur notre onde. C'est qu'en fait, le module de psi de ça, hop, on va faire là, le module de psi carré, c'est a carré. Pour les mêmes raisons qu'on a vu, je crois que j'ai fait un petit dessin, je sais pas où je l'ai fait par contre. Ici, elle n'est pas normée. Donc notre onde, elle est sympathique, mais elle correspond pas aux conditions de normalisation. Donc des fois on dit que cette onde n'a pas de sens physique. Alors on va prendre un petit trait, ça doit être écrit quelque part. Voilà. Bon, en noir ça se voit pas trop, désolé. Bon, pareil qu'en physique des ondes, quand le modèle de l'onde harmonique ne suffit plus, on passe au paquet d'ondes. Alors on va y aller tout doucement là, parce que ça va un petit peu se compliquer. Alors on va faire un modèle du paquet d'ondes. Donc déjà on va avoir des vecteurs, des valeurs oméga 0 et k0 moyen. Okay. Donc là on prend la formule qu'on a vue auparavant, elle est un petit peu plus haute. C'était celle-ci là, qui relie oméga à k0. Alors le paquet d'ondes que j'ai choisi, on va supposer que la plus petite valeur possible c'est k1, la plus haute valeur c'est k2. Donc ça va créer un delta k égale à k2 moins k1 et une valeur moyenne de k qu'on notera k0 égale k1 plus k2 sur 2. On rajoute, on va l'écrire là, que delta k est très très inférieur à k0. C'est écrit juste en dessous. Alors là on va écrire nos fonctions d'onde. Psi n de x de t égale a. Alors je choisis la même amplitude pour toutes les ondes harmoniques qu'on va sommer. C'est juste que ça simplifie grandement les calculs. Égale exponentielle i knx moins oméga nt. Alors oméga n vérifie toujours la formule qu'on a vue tout à l'heure pour la particule libre. Et on va prendre une expression de kn. Enfin on va essayer d'écrire kn à partir de k1. Alors on va vérifier que ça marche la formule. Par exemple, si petit n égale 1, virgule, kn, eh ben, ça fait 1, ça fait 0, égale donc k1. Si petit n égale... alors par contre... Si n égale grand n, on aura kn égale k1 plus delta k. Et ça fonctionne bien. Le coût du n-1, c'est juste par rapport aux numérotations. Alors par rapport au calcul, ici, on va mettre en facteur k0 et oméga 0. En fait, je pars d'ici. Je pars de cette formule-là. Pour écrire ça. Donc on écrit, on rajoute en fait des valeurs nulles. Et le terme qui est ici, il s'annule avec celui-ci. Alors si vous voulez, je peux faire une ligne de plus.
En fait, on écrit que c'est a exponentielle i kn plus k0 moins k0 facteur de x moins oméga n plus oméga 0 moins oméga 0 facteur de t. Et on sort un des termes, enfin le terme qui correspond à exponentielle ik0x moins oméga 0t. Vous avez des questions sur cette partie-là? Non, c'est bon? Alors, je vais peut-être expliquer pourquoi on fait ça, parce que ça va être assez long. On va démontrer que le paquet d'ondes est la seule solution physique acceptable, parce que lui, il va être normé, en fait. On pourra faire la condition de normalisation dessus. Ce qu'on ne pouvait pas faire sur la simple onde harmonique. Donc en fait, on avait vu que la solution harmonique était la seule possible, mais en fait c'est une somme de solutions harmoniques qu'il faudra prendre. Quand je dis une somme, c'est une somme discrète, donc au moins 2, voire 3 ondes harmoniques. C'est bon? Ou je vous ai un peu perdu là dans le calcul? En fait, c'est toujours le même principe. Ici, on va faire apparaître la vitesse de phase. Ici, on va faire apparaître la vitesse de groupe. Pour décrire notre onde comme une enveloppe qui sera liée à la vitesse de groupe, et à l'intérieur une onde qui va plus rapidement, qui sera liée à la vitesse de phase. Ça ressemble à un calcul qu'on avait dû faire dans OD4, je crois. La démonstration, on s'en moque, c'est la conclusion qui sera importante. Hein. Alors, je pose ça égale à delta kn, et je pose ça égale à delta oméga n. Juste une petite remarque, en fait, vous avez K1, K0 la valeur moyenne, K2, et Kn c'est une valeur quelconque qui existe entre K1 et K2. D'accord? Ça c'est l'axe des K. Donc Kn en fait c'est mes harmoniques que je vais sommer, donc je vais avoir ça va commencer à K1, ça va finir à K2. Alors le seul souci c'est que là si je mets K2 ça marche pas très bien, donc je vous appelez ça K grand N ici, et on va donc sommer les différents Kn successifs pour faire notre paquet d'ondes. Donc à un moment il va y avoir une somme discrète qui va apparaître dans le calcul. Alors on a remplacé delta Kn, delta oméga n, ça donne cette forme là. Et là on va faire un petit calcul avant de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors il va y avoir une approximation dans ce calcul. Hein. Donc ça c'est toujours la même formule qui est liée à celle-ci, je vais peut-être la recopier dans le petit papier, parce qu'on l'a fait quand même 4-5 fois qu'on l'utilise. On va la marquer ici. Juste rappeler d'où ça provient, où E égale H bar oméga, ce qui implique qu'oméga, alors E égale H bar oméga, donc ça fait oméga qui est égal à H bar K2 sur 2M. C'est la même chose, cette formule et cette formule sont directement liées dans ce chapitre. Donc on utilise cette formule pour oméga n, bon là il y a un petit calcul bête on va dire. Hein. On remplace oméga n par oméga 0 plus delta oméga n, on remplace kn par k0 plus delta kn, et on développe le carré. Alors, là on a le premier terme au carré, deuxième terme, et là on a le doux produit. Or, on avait supposé que delta k était très petit devant k0, donc on a aussi delta kn qui est très petit devant k0. Donc, sur les trois termes, on va juste garder celui-ci. Hop, celui-ci, pardon. Donc on a... Oups. Non, j'ai dit une bêtise, pardon. J'ai dit une bêtise, je me reprends. Oméga 0 c'est égal à ça. Hein. Et sur les deux termes qui existent pour delta Wn, on va garder le plus grand des deux, c'est-à-dire celui-ci. Celui-là, ordre 2 en delta kn, on laisse tomber. Donc on a delta oméga n égale h bar k0 sur m delta kn en première approximation. Donc il ne faudra pas oublier les raisons qui ont poussé à faire cette explication. Et donc pourquoi on a fait tout ça? Ça nous permet de définir la vitesse de groupe comme étant Vg égale delta oméga n sur delta kn égale h bar k0 sur m
pour notre paquet d'ondes. Bon là, c'est encadré, je ne vous demande pas de retenir ça par cœur, hein, mais c'est la conclusion. Alors, par rapport à ces résultats qui est là, je crois que je peux vous le coller à côté. Voilà, on reprend le résultat qu'on avait vu juste au-dessus. On met K0 en facteur. Ouais, c'est bon, j'ai le stylet. Non, j'ai pas le stylet. On met K0 en facteur. Ici. Et là, ça fait X moins oméga 0 sur K0t. Oméga 0 sur K0, c'est V phi. Là, on fait pareil, on met delta Kn en facteur. Ici. Ça fait X moins delta oméga N sur delta Kn, et ça, c'est Vg. Donc, on retrouve en fait ce qu'on avait appelé une onde moyenne. Ici. L'onde moyenne, c'est cette expression-là. Hein. D'accord ? Fois notre paquet d'ondes, en fait. Alors, dans le cours, on a peut-être appelé ça l'enveloppe. Peut-être mis ou onde fois quelque chose. Donc on retrouve une expression qui est assez proche du cours sur les ondes, à condition, qui est proche du cours sur les ondes, et en plus une expression assez simple de Vg si on fait l'approximation delta Kn très petit dans K0. Et en dessous, l'avantage d'avoir fait tout ça, quand même un avantage, c'est que ce terme-là, alors je vais pas trop charger, je vais remettre des traits, ce terme-là, là, il a un module de 1. Donc quand on passe au module au carré, il saute, il reste A carré, et on n'a plus que le module de tout ça à calculer, et ça sera normalisable. Je vous laisse poser vos questions, mais là c'est un peu plus délicat comme calcul. S'il y a quelque chose, une étape que je revois avec vous, à partir d'ici. Non, c'est bon? Non. En fait, si vous avez ça au concours, vous aurez des questions avant d'arriver à cette expression de Vg. Ça ne sera pas la question 1, ce sera la question 9 ou 10. Et donc vous aurez des calculs qui vous amèneront à retrouver ce Vg qui est ici. Par contre, ce qu'il y a à apprendre, c'est ça. Hein. Ça, vous pouvez pas y échapper. C'était où? C'est Vg égale d oméga sur dk et Vφ égale oméga sur k. Ça, il faut connaître. Voilà. Et après, s'il y en a une à retenir, je dirais que c'est celle-là. Alors, si vous avez du mal à retenir, il y a une astuce. Alors, j'avais prévu de le voir plus tard. Hop, j'ai mon stylo en vert. C'est qu'en fait, vu que c'est une énergie cinétique, E, c'est aussi P carré sur 2M. Ou, et P, vous devez savoir que c'est H bar K. Alors, donc vous pouvez cette formule, vous pouvez la retenir très facilement dans le cas de la particule libre. Et en fait, c'est la base de notre cours. Hein, parce qu'après, on obtient oméga en fonction de K. Ça nous permet de calculer Vφ, ça nous permet de calculer Vg. C'est bon? On a passé la partie la plus délicate, je pense, du chapitre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que particule libre. Bah, je vais peut-être vous l'écrire ici, ce qu'il faut retenir. Hop, on va faire un nouveau document. Pour l'instant. Particule libre. Tel que E positif. Donc les deux autres cas, on les veut pas. D'accord. Et si E positif, non, on va plutôt mettre psi. Psi de x de t s'écrit a exponentielle i kx moins oméga t. Ça, c'est non normalisable. Donc physiquement, ça ne nous intéresse pas. Et ce qui implique qu'on va passer par une description en paquet d'ondes. Psi de x de t égale donc une onde moyenne fois une enveloppe
Alors l'onde moyenne, elle se propage à Vφ, et l'enveloppe, elle se propage à Vg. Voilà, si on ne s'intéresse pas au calcul, voilà ce qu'il faut retenir de ce début de paragraphe. Allez, on passe à la suite. Alors... Bon, ça va être rapide. C'est juste du descriptif. Hein. Donc, on se place à x égale 0. Pour commencer, structure initiale. Non, pardon, excusez-moi. Initiale, c'est à t égale 0. Bon. Donc là, on vous a représenté une densité de probabilité, psi carré. Ici, bon, qui est liée à la forme. Par contre, ça va dépendre du nombre d'éléments qu'on va sommer et des valeurs delta kn. Alors ça, ils disent qu'on va représenter pour n égale 100. Bon, il n'y a rien de... Là, je passe vite, c'est rien de forcément intéressant. La seule chose qu'on peut retenir par rapport à ce dessin, moins l'infini, plus l'infini. N'oublions pas qu'on est at égale 0. Parce qu'en fait, la particule, elle aura plus de chances de se trouver dans cet intervalle-là. D'accord? At égale 0, hein. Alors on a un petit calcul que vous n'allez pas trop aimer, parce que la dernière fois vous l'avez déjà pas aimé. On va utiliser la notation de Fresnel. Alors, il faut que je recopie. Pour vous comprendre, on va recopier là. Psi de x0 au carré, c'est a carré, somme. Je vais vérifier quand même que je me trompe pas. Il doit y avoir un carré qui traîne. Ici. Au carré. Ça, en fait, c'est la phase. On peut noter ça, phi de n. Donc, on va calculer la phase entre deux ondes harmoniques successives qui forment le paquet d'ondes. Ce que j'ai appelé delta phi. Donc, en fait, c'est phi n plus 1. Faites attention, phi c'est la phase, c'est pas la fonction d'onde. Bon, je pense que ça devrait aller. Bon, c'est juste là que j'utilise cette lettre. Je vais la souligner 2 fois pour la distinguer. Donc on dit c'est kn plus 1 moins knx. On reprend notre formule qu'on a vue tout début avec le kn. Et quand on fait la soustraction ici de kn plus 1 moins kn, les k1 ils sautent. On va ici écrire ici, et kn plus 1, on va écrire à côté. Égale k1 plus delta k, donc n plus 1 moins 1, ça fait n sur n moins 1. Quand on soustrait les deux, les k1 sautent, le k avec petit n saute, il reste donc juste moins 1 qui devient plus 1. Donc ça fait delta k sur n moins 1 fois x, d'où le delta phi qu'on a là. Alors là, on va essayer de répondre pourquoi des fois ça s'annule. On a une annulation ici, une annulation ici. Donc dans quel cas ça s'annule? Ben, c'est quand la somme des delta phi va faire avec la représentation de Fresnel, parce que la somme des delta phi va faire un tour complet ou plusieurs tours complets. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit ici. C'est grand N fois delta phi égale 2pπ où P appartient à Z. Ah, il y a un petit peut-être quelque chose de plus à écrire, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Petite question au passage. Lequel de delta phi? Parce que j'ai pas dit qu'il était nul, c'est pas ça que j'ai dit. Ah, c'est le grand delta phi qui est nul. C'est... Ben, en fait, ici, c'est ton onde. C'est chaque petite onde qu'on va sommer ça. D'accord? Si la somme fait 0, eh ben on va retomber sur nos annulations sur la courbe ici. C'est justement pour ça que j'ai une petite question à vous poser ici, parce qu'il y a un petit truc à rajouter. Vous savez, c'est le dessin comme ça. Si les petits vecteurs se somment, l'un après l'autre, on a une amplitude maximale.
si les petits vecteurs se somment n'importe comment, là je fais vraiment n'importe quoi, l'amplitude sera pas maximale mais elle sera pas non plus minimale, et ça c'est le cas où elle est minimale, parce qu'on revient on fait un tour complet et la somme des vecteurs vaut 0. D'accord? Donc ça fait une... alors ça c'est donc psi de x0 carré qu'on représente ici, là pareil pour les trois. Donc justement ce cas-là il est un peu problématique. Et si j'ai pas de bêtises, il faut pas prendre le p p égale 0 n delta phi là je pense qu'il faut mettre étoile. Est-ce que p égale 0 correspond un peu à rien? Parce que ça veut dire que vous faites pas de tour et vous rajoutez des termes, c'est pas possible. D'accord? Donc là, faut pas prendre p égale 0. Bon. Alors, si p est un multiple de... Ouais. Ah, effectivement, on avait déjà vu ça, j'avais pas pu se passer de temps. Si p est un multiple de n, n delta phi, c'est pas possible non plus dans ce cas-là, parce que imaginons p égale n. Hein, ça va entraîner... C'est pas possible en fait, c'est pas possible, tu peux pas avoir p plus grand que n aussi. Parce que si tu fais ça, bon, tu vois, si tu mets p égale n, ça fait delta phi. Attendez, excusez-moi, là j'ai plus beaucoup de place, je vais effacer ce que j'ai fait. C'est faire ça plus proprement. Si p égale n, ça veut dire que delta phi égale p égale n. P égale n, ça fait 2pi, c'est ça? Et donc le souci, c'est que si je prends le premier vecteur, le suivant il fait un tour complet, et tu vois il va aussi sommer quoi. Donc c'est pas un cas à prendre, donc là on va mettre p appartient à z et p inférieur à n si vous voulez. Ici. Non, ça va pas faire d'annulation non plus. Donc il faut que p soit compris entre 1 et n. Et entre 1 et n-1. Mais je crois qu'on avait fait la même conclusion la dernière fois avec des calculs un peu plus compliqués. Voilà. En fait, on a ça forcément. Mais même proche de n, c'est pas très intéressant. Il faudrait presque mettre un très inférieur ou égal ici. Alors revenons à notre calcul ici, avec en supposant que p est compris entre 0 et n-1. Donc on remplace delta phi parce qu'on avait écrit là. Ça fait ça. Et en fait, on obtient... Alors quand je m'énibbe, c'est le calcul final. xp égale 2pp sur delta k. Alors là, on va faire un petit calcul. On va prendre 2p successifs. Et là, j'ai plus le crayon. Hop. Delta x, en fait, c'est xp plus 1 moins xp. D'accord ? Ah non, c'est pas ça, delta x, pardon. Reprenons le dessin de tout le début. Ici. On avait appelé delta x, c'est ça en fait. Le centre ici. D'accord ? Donc en fait, ici on a quoi d'après vous comme valeur ? Je vous écoute. Sur 2. C'est la même formule que la figure de diffraction en fait, la forme qui est dessinée ici. Hein. Donc avec une tâche centrale qui est le double des autres tâches. Okay. Donc si on fait xp plus 1 moins xp, on va mesurer ça en fait, delta x 0 sur 2. Donc c'est vraiment la tâche centrale, il faut faire 2 fois ça. Hein. Donc là il y a deux façons de faire. Soit vous dites que c'est x1 moins x moins 1. D'accord. Soit vous dites que c'est 2 fois xp plus 1, moi je vais faire ça. On va dire que delta x égale 2 fois xp plus 1 moins xp.
J'écris vite. Voilà. Donc xp plus 1, vous rajoutez plus 1 ici. Ça fait 2pi sur delta k. Et donc quand vous faites ça, ça fait bien le résultat qui est proposé. 4pi sur delta k. Bon, si vous avez pris... si vous n'avez pas mis le facteur 2, c'est pas grave. Hein, pour l'explication finale. Donc ce qu'on remarque, c'est que delta x, delta k vaut 4pi. Et là, bon, vous avez déjà les jeux dessus, je pense, vous. On rappelle l'inégalité d'Heisenberg. Delta x, delta k supérieur à 1,5. Et on remarque que notre paquet d'ondes vérifie bien l'inégalité d'Heisenberg. Voilà, c'est ce qu'a écrit en conclusion. Vous pouvez juste peut-être retenir ça, c'est suffisant. Donc notre paquet d'ondes a une structure qui vérifie l'égalité d'Heisenberg spatiale. Est-ce qu'il y a des petites questions sur cette démonstration ou sur la conclusion? Oui. Oui, c'est en fait c'est une valeur exacte à partir de la forme qu'on nous a proposée. Hein. D'accord? Je peux obtenir 4pi ou 2pi. Là, on a pris comme indétermination quantique sur x la largeur de la tâche centrale. Tu vois, il y a quand même une petite approximation. Est-ce qu'on choisit ça pour delta x? On obtient 4pi qui est bien supérieur à 4pi, ça fait à peu près 12, donc largement au-dessus 0,5. Et si on avait pris 2pi, ça marchait aussi. Hein. Si vous n'avez pas mis le 2, on vérifie quand même Heisenberg. Bon, à un instant t, on remarque juste qu'on a VG en plus. Donc ça correspond à une translation. Donc on aura la même chose ici, décalé. Donc le maxima de présence de la particule sera plus en x égale 0, mais en VGT, ici. Et on remarque que par contre, la particule n'aura plus beaucoup de chance de se trouver ici. Ah oui, par contre, ça, vous voyez la forme, c'est une petite question. Bon, c'est écrit en dessous, mais là, il faut que je remonte. Là, on a la structure à t égale 0 qui est dessinée. Là, on a la structure à t. On a dit que le milieu était dispersif. Alors pourquoi sur le dessin, ils n'ont pas fait déformer le psi carré ici? Logiquement, on aurait dû avoir plutôt ça. Je vais faire un dessin tout simple de psi, hein. Juste une petite bosse. Oups, pardon, c'est moche. Alors on va aller vérifier ça, mais c'est ça la réponse. Donc ça, c'est à t égale 0. Et à t, j'aurais dû en fait avoir une sorte d'étalement du paquet d'ondes, vous voyez, quelque chose qui peut-être descend d'amplitude et qui s'étale. Avec ici un écart qui serait plus grand. Bon, désolé, c'est pas très clair. Et donc l'écart de ce qu'on appelait tout à l'heure delta x ici devrait augmenter ou diminuer. Donc là j'ai fait augmenter. Ouais, parce que en fait, dans un calcul tout à l'heure qui remonte à quelques temps, ici, alors là je sais pas comment j'enlève ça, c'était pas mieux. Voilà, ici, ce résultat qui est là, VG dépend de K0. D'accord? Et qu'est-ce que c'est K0? C'est la valeur moyenne. Donc en fait, elle est commune à tous les vecteurs Kn. Oui. Par contre, si j'avais gardé le terme qui est là, celui qu'on a négligé, ici, ben VG dépendrait de delta Kn, parce qu'il y a un petit indice ici. Et là, on aurait plus la situation que je vous ai proposée avec déformation du paquet d'ondes. Donc le paquet d'ondes ne se déforme pas à condition d'avoir VG
qui dépend pas d'indice petit n, ou qui dépend pas de kn, ou qui dépend pas de delta kn, ce qui est le cas dans notre approximation. Est-ce qu'il y a des questions avant que je continue sur ces différentes parties? Hélas non. Dans mon chapitre là, il dépend pas effectivement d'un indice petit n, mais en réalité il dépend de l'indice petit n. Sauf que là, pour avoir des calculs plus simples, on a effectivement négligé un terme d'ordre 2. En réalité, il dépend de cet indice. C'est dû à ça, c'est dû à cette phrase, si vous voulez, c'est ça qu'il faut retenir. C'est lié à ça là. C'est dispersif. Donc il y aura forcément étalement du paquet d'ondes. Bon là, c'est des petites rotations de formules, j'en ai déjà un petit peu parlé. On va définir ce qu'on appelle une vitesse moyenne. Je relis avec vous. Le vecteur d'onde moyen k du paquet d'onde correspond à une longueur d'onde de Broglie moyenne lambda égale 2pi sur k. Pour faire le lien entre la propagation du paquet d'onde et la description particulière, on utilise la relation de Broglie. Alors c'est ça qu'on introduit, c'est ce fameux P moyen. Donc P égale h bar k égale mvg. Ce qui donne effectivement la formule que j'avais déjà parlé tout à l'heure, que E c'est P carré sur 2m, et ça, c'est l'énergie cinétique de la particule libre. Bon, ça c'est juste un rappel. Alors, on va définir maintenant le courant de probabilité, qui est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser dans le chapitre 3, parce que c'est lui qui va nous permettre d'écrire les relations de continuité entre les différentes frontières de notre puits de potentiel. Les puits de potentiel, ça va être ces trucs-là. Donc ça s'appelle une barrière de potentiel. Et dans l'autre sens, ça serait un puits de potentiel. D'accord ? Donc là, on va définir ce vecteur, qui s'appelle J, pour pouvoir l'utiliser dans le chapitre MQ3. Alors pour commencer, on rappelle que dans cette probabilité s'écrit module de psi carré dx, la vitesse de groupe, parce qu'on va garder la modèle du paquet d'ondes, on va la faire apparaître, et ici, donc dx, on va utiliser une formule mécanique classique, on va dire que c'est Vg dt. On remplace Vg par notre formule qu'on avait démontrée tout au début, par celle-ci là, Vg égale h bar k sur m. Et on a donc dans ces probabilités qui peut s'écrire module de psi carré h bar k sur m dt. Alors comme on veut faire le lien un petit peu avec ce qu'on a déjà vu au cours de l'année, on fait passer le dt à gauche et on appelle ça un débit de probabilité de présence. Donc là, si j'ai des définitions, on a juste divisé par dt. Et comme c'est un débit, on va essayer de faire introduire un vecteur densité de probabilité. Ouais, je l'ai appelé là. Je vais vous le souligner. Son nom. Attendez, hop. Donc on va introduire vecteur densité de courant de probabilité J, ce qui nous permet d'écrire, alors J ça va être tout ça. Alors, comme on veut introduire un terme vectoriel, faut pas oublier qu'il y a une petite faute ici. Faut pas oublier que on est en termes unidimensionnels, donc pour nous c'est pas très important le vecteur, parce qu'on propage toujours sur un axe. Cependant, dans le cas où on aurait plusieurs axes, la formule changerait un petit peu. Donc on va dire que dp, c'est j scalaire ux. Bon, nous dans le cours j, c'est jx ux. On peut même dire que c'est jux, parce qu'on n'a qu'un sens de propagation. L'unité de j, c'est des secondes moins 1,
ou d par seconde. Alors pourquoi? Parce que P n'a pas d'unité. Si P n'a pas d'unité, ben, J dt, vu que dt est en secondes, il faut que J soit bien seconde moins 1. Et ça, par contre, il va falloir le retenir. C'est une expression un petit peu plus délicate à retenir. C'est que J, c'est module de psi carré fois h bar k sur M. Alors avant de voir ce qu'il y a en dessous, est-ce que vous avez des petites questions déjà là-dessus? Un passage que vous n'avez pas compris? Bon, après, c'est pas super dur, c'est juste qu'il faut que ça nous amène vers une grandeur nouvelle, vecteur J qu'on va beaucoup utiliser par la suite. Dans ça, je vous l'encadre une deuxième fois, que vous n'aurez pas compris. Ça, c'est à retenir pour la suite. Alors, d'où vient ce nom? C'est qu'en fait, il y a peut-être une façon plus simple de le retenir. Si on note la dp sur dx au rho de x de t, et qu'on se souvient que ce truc-là... Oups. Oh, bon, pas grave. Et hop, on remet une deuxième fois. J'ai pas dû prendre le bon crayon. Ce truc-là, c'est VG. Ben, en fait, vous avez une expression aussi un petit peu plus simple, si vous préférez. C'est que J, c'est ρ V. Et ça vous rappelle un petit peu ce qu'on a vu dans le cours diffusion de particules. Où on avait J qui était égal à NQV et NQ c'était ρ. Donc on a une façon de retrouver un petit peu ce qu'on a déjà vu. Est-ce que vous avez des questions de cette partie? Ou est-ce que ça commence à fatiguer une heure de cours comme ça? Oui. T'as pu voir qu'il y avait souvent la masse qui apparaissait dans ce chapitre du moins. Voilà, donc non, ça s'applique à une particule physique de matière, on dit. Donc protons, électrons, voilà, principalement. Effectivement, les photons ne font pas partie de cette catégorie de ce chapitre-là. En fait, le premier chapitre, on avait démontré que quand on avait pris le photon, on avait montré qu'il y avait des interférences, mais qu'on peut aussi l'avoir avec des particules matière. Donc effectivement, c'est lié. Et le lien, c'est toutes les relations de De Broglie entre particules de matière. Oh, pardon, je suis allé beaucoup trop loin là. Et on va finir par une expérience. Bon, donc on va juste faire une expérience. Ça va prendre quelques pages. Alors l'expérience, c'est on a une fente ici. On a une fente et on va observer la diffraction de cette fente. Donc, on prend l'onde de façon classique, ici, à exponentielle i k m ou oméga t, et on va faire un petit calcul par rapport aux relations d'Eisenberg. Alors je vais lire avec vous, parce que je ne me souviens plus ce que c'est que D. La diffraction du faisceau sera due par un changement d'orientation de vecteur d'onde, ne pas caractériser l'exception. La fente impose un confinement de la fonction d'onde sur une largeur d. Ça semble que ce soit la largeur de la fente, d, oui c'était écrit. Donc d'un point de vue spatial, ça c'est lié à la fente. On récupère l'inégalité d'Eisenberg, delta kx plus grand qu'un demi. Donc si on considère Heisenberg, ça fait delta kx plus grand que 1 sur 2d. Alors on va calculer ce delta kx d'une façon différente. Alors on va faire un petit schéma là. Donc on a le vecteur k qui est comme ça. La projection de k c'est kx. Ici. Là on a l'angle delta. Et ça donc ici c'est delta kx sur 2. Parce qu'en fait on voit sur le schéma delta kx, ici c'est d. Donc delta kx est associé à la définition de d. C'est pas du centre au bord, c'est de bord à bord. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici?
triangle rectangle, hop, je vais prolonger mes flèches, c'est un peu plus clair. Delta kx sur 2, c'est... alors je définis par rapport à k, c'est donc k sinus θ. Alors ça c'est delta kx sur 2. Delta kx sur 2, c'est, on vient de dire, k sinus θ. Donc effectivement, ça implique le résultat que vous avez là. On remplace delta kx, enfin on réinjecte delta kx dans l'inégalité d'Heisenberg. Ça fait 2k sinus θ supérieur ou égal à 1 sur 2d. Il y a peut-être des erreurs dans les polis imprimés ici. Je l'ai remplacé hier, je crois, en relisant. K, c'est 2 pi sur lambda. Ça fait 4 pi sur lambda sinus θ plus grand que 1 sur 2d. Et on va en déduire sinus θ plus grand que lambda sur 8 pi d. Donc si on s'intéresse à la tâche de diffraction sur l'écran, on appelle ça x. Il faut que je rajoute aussi que ça c'est d. Ah, c'était marqué ça. Donc on a x sur d qui vaut tangente θ. On va dire que les angles sont petits. Donc ça c'est égal à environ a sinus θ égal à θ si l'angle sont petits. On peut donc remplacer ça par x sur d. Par delta x qu'on prend les bordures. Alors x sur d... Attendez, on va écrire là. Il manque une petite explication. D'où x sur d plus grand ou égal à lambda d sur 8 pi d. Là on a l'écran. Vas-y. Pourquoi? Non, c'est bon. Alors on a l'écran. La tâche, il faut la prendre de façon symétrique des deux côtés. Delta x. Et donc ça implique, on va prendre deux fois. Ah oui, j'ai compris votre remarque. Pourquoi sur d? Parce que le d était déjà écrit, ça doit être ça. Donc hop, on efface. Donc ici, on a lambda d sur 8 pi d. Ici, on a lambda d moins lambda d sur 8 pi d. Et donc, quand on fait la soustraction, c'est pour ça qu'il y a un 4 ici. Bon. Donc, la tâche liée à la diffraction sur l'écran devrait être supérieure à lambda d sur 4 pi d. En tenant compte des égalités d'Heisenberg. C'est le résultat qu'on a marqué ici. Alors, c'est pour ça que je dis souvent, on prend l'égalité. Vous voyez, supérieur égal, c'est pas très compréhensible. Égal, on comprend mieux. Hein, donc ça voudra dire que là j'ai mon écran. Je vais avoir ma figure de diffraction. Bon, comme c'est une fente, donc c'est un peu ce que la tête que ça. Et ici, en ordre de grandeur, on aura une largeur qui se rapproche de lambda d sur 4 pi d. Est-ce qu'il y a des questions sur ce petit calcul? Ici. Donc oui, on n'a jamais utilisé la transformée de Fourier là. Donc là, c'est un ordre de grandeur. Hein. On sait que la tâche diffraction sera plus grande que cette dimension-là. Et si on prend l'égalité, on a à peu près l'ordre de grandeur de la largeur de la tâche centrale. On passe aux fentes Young. Alors, cette fois, on n'a plus une seule fente, mais deux fentes. Donc, on va sommer les fonctions d'onde. Bon, ça va hyper vite. Hein. Le vecteur K1 il est dirigé souvent au 1M, soit qu'on passe directement du produit scalaire au produit des normes ici. On choisit que K1 égale K2, on suppose qu'elle provient de la même source. Bon, là, j'ai supposé que A1 et A2 pouvaient être complexes, on pourrait rajouter des petites barres partout. Sous A1 et A2. En fait, c'est des complexes. J'ai gardé la petite étoile ici. Voilà, vous les rajouter
si vous le voulez, sur tous les A1 et A2. On fait un calcul type Fresnel, dont je détaille pas, et on arrive au final à la formule suivante. Psi de mt au carré égale A1 carré plus A2 carré plus 2 parties réelles de A1, A2 étoiles. Par contre, on va rajouter les barres sur tout le résultat final. Exponentielle I delta phi, où on a posé delta phi comme étant égal à K O1m moins K O2m. Alors, on va se passer dans le cas où justement A1 et A2 sont réels. Et dans ce cas-là, on obtient tout de suite la formule de Fresnel. Donc on retrouve la même formule sur les ondes de matière qu'avec les intensités ou éclairements en optique. On va faire l'analogie avec justement ce qu'on a vu en optique, sans refaire tous les calculs. Donc la différence de marche delta égale x sur d pour les trous de Young, et un interfrange égale lambda d sur A. Si maintenant on prend cette formule d'interfrange, on remarque donc la tâche centrale. Donc je rappelle, alors on va relire parce que, en raison du phénomène de diffraction, la probabilité de présence ne prend des valeurs non nulles qu'autour d'origine O'. Dans une région appelée tâche centrale de diffraction d'extension spatiale égale à delta x diff égale 2 lambda d sur d. Oui, il y a une petite faute là, parce qu'on a appelé la largeur d'une tâche. A c'est l'écart entre les tâches, et D c'est la largeur d'une fente. Donc ça c'est bon si on s'intéresse à chaque fente, et ça effectivement c'est petit d. Petit d donc par rapport au schéma. De lambda d sur d x. Et là on va mettre, là on est plutôt lié à l'éclairement. Bon c'est psi carré mais bon. Nous on a le souvenir sur l'éclairement. Alors logiquement cette formule qui est là devrait être un petit peu liée à ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Ici lambda d sur 4 pi d. Est-ce que là on avait supérieur ou égal? On va la réécrire lambda d sur 4 pi d. Effectivement, on remarque la réalité. Ça c'est plus petit. Je vais préciser ce que j'ai écrit là. Donc tout à l'heure, on a fait un calcul de la tâche centrale à l'aide de l'inégalité d'Heisenberg, dont on trouve que delta x est plus grand que lambda d sur 4 pi d. Là, j'ai récupéré un résultat d'optique que vous avez fait avec Cayenne, qui est la tâche centrale pour 2 lambda d sur petit d. Et on vérifie effectivement que ce terme, qui est le terme d'égalité, est bien plus grand que le terme qu'on avait vu par Heisenberg. Donc c'est logique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va observer? Un interfrange lambda d sur A et une tâche de diffraction de lambda d sur d. On va juste rappeler ce que sont les différentes variables. Ça c'est la largeur de la fente. Et ça c'est l'espace entre les deux fentes. Ce truc là, c'est lié à Fresnel. Ce truc là, c'est lié à la largeur de la tâche de diffraction. Ça c'est comme sur l'expérience des trous de Young qu'on a fait en TP. Nous en fait on va avoir superposition des deux phénomènes. Alors je vais un petit peu accélérer, on verra ça après. Voilà. Donc là on voit qu'en fait on va voir, ça c'est les résultats de l'expérience, on va voir le I qui est ici. Et ça va être modulé dans une tâche centrale de diffraction. Bon, on espère que là on est dans la tâche centrale, qui a pris les autres parties ici. Et là on aura notre delta x diff. Donc ça on va voir qu'en fait la théorie fonctionne bien lorsqu'on va regarder ce qui se passe dans l'expérience de Carnac, je crois son nom,
ou Karnac. Karnal, pardon. Je vais un peu reprendre cette partie-là parce qu'il y a beaucoup de calculs qui cachent un peu la visibilité physique du problème. Donc on a fait, pour commencer, une fente simple, ici. Donc on a fait un petit peu l'expérience de diffraction sur la fente simple, avec ce liquide d'Eisenberg. Oui. Oui. D'accord. Alors, on avait ici le souci, c'est que Heisenberg nous propose une inégalité. D'accord. Donc quand je traite Heisenberg ici, bon, delta kx, j'ai expliqué sur le dessin, je remplace Heisenberg, on obtient sinus θ plus grand ou égal à lambda sur 8 pi d. Maintenant, ce que je fais ici, par rapport au dessin, c'est que je prolonge les deux vecteurs là, extrêmes, qui vont me définir sur l'écran la tâche centrale. Ici. Vous comprenez, quand je fais les dessins là, en fait, c'est juste la représentation de l'intensité sur l'écran. C'est pas dans le bon plan, mais pour que je puisse le tracer sur le papier, je suis obligé de le faire dans le plan de la feuille. Ça, ce sera donc, si en fait, nous, on va observer ça, on va observer une tâche brillante, suivie de tâches secondaires moins brillantes. Ça va ça, Pierre? Ok. Alors, ça, c'est la largeur de la tâche diffraction que j'essaie de déterminer, ou j'essaie de... alors, je sais plus si en majeur ou si en mineur à la fin. Ça s'appelle comment ça? Delta x plus grand, le minor. Hein. On va essayer de le minorer. Donc ici, je retrouve mon angle θ. Et là, je vais appeler, si tu veux, on peut appeler ça, si on peut mettre des variables, x plus et x moins pour les limites de la tâche de diffraction. Donc quand je fais mon dessin, là, je pose sinus θ égale x sur d, parce qu'ici, c'est d que j'ai. Ici, j'ai mon x ou mon x plus. D'accord? Donc c'est tangente θ qui vaut x sur d, ce que je vous avais écrit ici, tangente θ égale x sur d. On suppose que les angles sont petits, donc on va dire que tangente θ égale sinus θ, ici. Et donc j'arrive au résultat que x sur d est plus grand que lambda sur 8 pi d. Donc là, si on prend l'égalité, on se passe sur les bords. On va donc avoir x plus plus grand que lambda d sur 8 pi d. On peut faire pareil de l'autre côté avec x moins. Ça fera x moins plus petit que lambda d sur 8 pi d. Et donc quand je fais la soustraction, j'aurai delta x x plus moins x moins, qui va être supérieur ou égal à lambda d sur 4 pi d. Là j'ai mon x plus, là j'ai mon x moins. Est-ce que c'est mieux? Ou est-ce qu'il y a encore une partie que tu comprends pas? Ah. Le souci c'est l'inégalité, en fait, si vous voulez faire le calcul simple, vous prenez pas la tête, vous mettez l'égalité, et après vous remettez supérieur ou égal à la fin. Parce qu'effectivement, j'ai x plus qui est plus grand qu'une valeur, j'ai x moins qui est en valeur absolue aussi plus grand qu'une autre valeur, et quand je fais la soustraction des deux, on comprend que l'écart que je mesure est plus grand que la valeur obtenue. Donc ce qui signifie que notre tâche de diffraction sera plus grande que lambda d sur 4 pi d. Ça c'est un calcul qui met en évidence un petit peu l'utilité d'Eisenberg, mais c'est pas le calcul rigoureux. Le calcul rigoureux, on vient juste de le faire, ici. On a dit que c'est analogue à l'optique, parce qu'on obtient la formule de Fresnel. Donc analogue à l'optique pour les interférences. Donc une interférence de lambda d sur A étant la largeur entre les deux fentes qui forment les trous de Young. Et on récupère la formule de diffraction qu'on avait vue en TP sur Caliens, ou même qu'on avait vu ici, je vais vous la donner si je l'ai. Optique, cours numéro 6, qu'on avait vu. Enfin, j'espère que j'avais fait le calcul. Non, alors c'est où ça? C'est ici. Là, c'était en U. L, c'est la largeur, donc je réécris la formule. Ici, on aurait delta U
égale 2. Alors L c'est la largeur de la fente et nous c'est D dans ce qu'on vient de faire. Et delta U avec sinus θ égale lambda U. Donc ça implique que... Attendez, je suis plutôt faire. Ce qui implique que X sur grand D égale environ lambda U. Ah, c'est effacé. Égale environ lambda U. Alors pourquoi égale environ? Parce qu'il faut l'approximation sinus θ égale tangente θ. Et donc, ça implique que X, alors c'est une largeur, sinus θ X sur D, ce qui implique que delta X va être égal à environ, donc 2 sur D, alors ça fait 2 lambda D. Je vais passer le D ici, je remplace U par delta U qui vaut 2 sur D, sur D. C'est ce qu'on a dû utiliser dans le chapitre qu'on vient de faire, 2 lambda D sur D. Voilà, c'est la formule qui est là. Au pire, cette formule, moi je la connais par cœur. Hein. Je sais pas, peut-être que vous aussi vous commencez à la connaître. La largeur de la tâche centrale de diffraction sur l'écran, où D est la largeur de la fente. Bon, j'ai écrit n'importe comment là, désolé. On remarque donc que delta X sur diff qu'on vient d'obtenir à l'aide de l'optique est bien supérieur à la borne qu'on a trouvée grâce à Heisenberg. Est-ce qu'il y a d'autres questions où il faut que je précise, ou est-ce qu'il faut que je précise qu'il faut retenir peut-être de tout ça? Oui. Là, tout ce que je viens de faire, il n'y a rien à retenir par cœur. Là, depuis le début, là. La seule chose que vous avez pu voir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on retrouve une formule qu'on a en optique, la formule de Fresnel, et que j'utilise ces résultats. Ceux-ci-là. Ceux-là, si c'est à l'écrit, vous aurez certainement à les démontrer au début de votre sujet. Si c'est à l'oral, par contre, on risque de vous les demander à sortir comme ça sur une question. Parce que imaginez que celle-là, vous la connaissez pas. Vous retapez tout le calcul avec les racines. Vous savez, le petit dessin là, où on avait... je sais plus comment j'ai appelé les positions des fentes. A1, A2. On mettait le point M. On traçait les deux traits. Et on disait que delta, c'était A2M moins A1M. Et on calcule les distances à l'aide de racine de x moins xm moins xa1 au carré, plus ykm moins yn au carré, plus zm moins z1 au carré. C'était assez long quand même à faire, en plus un des plans limité dans le calcul. Donc là, c'est quand même un fort gain de temps. L'interfrange, pareil, ça provient de la formule de Fresnel, qui est ici. Au lieu d'écrire delta phi, faut passer par les ordres. Alors, c'est-à-dire faut passer par ça, là, par delta, faire apparaître le x qui est ici, et après écrire pour xp, xp plus 1, et faire la soustraction xp, xp plus 1 pour les interférences constructives. Ça, mine de rien, ça prend 5 minutes à faire, et ça prend 2 minutes à faire. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux les retenir, celles-ci. Pareil, celle-ci, je vous ai refait la démonstration à partir d'un résultat du cours. Ça m'a pris aussi 2 minutes à retrouver. Oh, alors si vous la connaissez, c'est mieux. Après, vous n'êtes peut-être pas celle-là, vous pouvez aussi retenir du résultat qu'on est parti, que delta U, c'est 2 sur D, si vous préférez. Et il faut quand même retenir une petite base. Ça, c'est pas trop dur à retenir, parce qu'en fait, c'est les... il me faut une feuille. Ici. Quand vous avez la courbe de diffraction d'une fente, vous avez l'intensité en M. Vous avez ici U. Là, pardon, c'est très mal tracé. Logiquement, ça passe à 0. Hein. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Ici, vous êtes en moins 1 sur D. Ici, vous êtes en plus 1 sur D. Ce sont les fréquences spatiales de la largeur de la bande centrale.
C'est pas dur à retenir parce qu'en fait vous retrouvez les ordres 1 et moins 1 de la meilleure sinusoïdale par exemple. Il y a plusieurs façons de retenir la formule. Et la meilleure sinusoïdale, je rappelais qu'on avait moins 1 sur D, 0, 1 sur D. En fait, il reste les deux bornes là, dans ce cas-là. Ça, vous arrivez à le retenir, ça il faut retenir ces petits trucs. Hein. Vous n'êtes pas obligé de... Il y a quand même quelques formules, mais je pense que vous n'avez pas de mal à les retenir. Hein. Ça va, vous le retenez, vous l'avez retenu cette formule ou vous l'avez oublié? C'est ça que je viens d'écrire. Oui, celle de I. Non, mais vous l'avez, sans chercher à avoir essayé de la retenir, vous l'avez pas retenue. Si vous l'avez pas retenue, je ne vais pas l'apprendre par cœur, mais logiquement, c'est quand même un truc qui marque un peu, sinus cardinal, on n'en voit pas souvent dans l'année. La seule chose peut-être à retenir, c'est ça, qui est un peu plus peut-être difficile à retenir, c'est le pi mu d, ici qu'on obtient. Donc c'est pour ça que là, vous obtenez 1 sur d pour l'annulation, parce que c'est la première annulation. Sinus cardinal de pi mu d égale 0. La première annulation, ça correspond à ça égale pi. C'est pour ça qu'on obtient u égale 1 sur d. Je vais peut-être un peu vite. Alors, non, ça sort de la formule de la transformée de Fourier. Je l'ai là. J'ai là le calcul. Hein. Oh, non, j'en ai fait le graphe, après on a fait les calculs, voilà, ça sort de là. Alors, ce que je vous avais dit, c'est que là, on est limite du programme. D'accord? Le calcul. Or, si on suppose que c'est au programme, et que là, vu qu'on doit connaître la forme de l'intensité d'une fente fine, ça sous-entend que soit vous apprenez ça, je trouve qu'il est quand même un petit peu plus dur à apprendre, soit vous apprenez la formule qui est là. C'est pour ça que j'ai mis ça en bleu, parce que c'est important. Vous voyez, même si on met une lentille, vous avez le résultat qu'on recherchait. Donc là, ce qui est hyper important par rapport à ce chapitre, c'est déjà ça. Ça, vous devez vraiment l'apprendre par cœur. Et sur la fente fine, il fallait apprendre au moins ça et ça. Voilà, je fais une petite pause là-dessus. Je vous laisse noter vos formules, si vous n'avez pas bien compris ce qu'il y avait à retenir sur ce chapitre. C'est vrai qu'on n'a pas fait le TD, donc j'ai déjà fait 2 exercices corrigés, je ferai les 2 autres, et je prendrai une séance pour me dire quelle est partie des exercices que vous n'avez pas compris. Alors, on revient sur notre MQ2. Alors, les expériences qu'on vient de proposer ont été faites par Karnal et Mlinek en 1991. D'accord? Ça a été fait en Allemagne, mais je ne sais plus à Constance, voilà. Bon, vous remarquerez que ça demande quand même du matériel de précision. Ça, c'est pas petit, hein. Là, on est sur une taille de 2 mètres, hein, à peu près entre là et là. Tout ça, ça fait à peu près 2 mètres de dimension. Alors, je me souviens plus ce que ça représente les trucs orange, je crois que c'est écrit. Voilà, ce sont des pompes à diffusion permettant de faire du vide dans l'enceinte. Ah oui, on va faire du vide. Alors pourquoi est-ce qu'on fait du vide? C'est pour être sûr qu'il n'y a que nos particules qui vont interagir. Donc là, les particules, ce sont des atomes d'hélium. C'est pas des électrons ici, ce sont des atomes d'hélium, He2,4. On refait exactement notre manipulation que je vous ai proposé. Une petite fente ici, qui va jouer le rôle de source primaire, les trous de Young, les 2 sources secondaires, et on va observer sur un écran la figure d'interférence proposée. Donc là, je vous donne les dimensions des différents objets de l'expérience, de l'époque. Ça s'est fait en 1991, je crois. Bon, là, je passe, je vous laisserai lire. Voilà, pression réduite, ça c'est important. Pourquoi pression réduite? Parce qu'on veut que vraiment que les atomes d'hélium interagissent. On veut pas que ça interagisse avec d'autres atomes. Dans les interactions hélium-hélium. Pas hélium-oxygène ou hélium-azote. Donc, plus la pression est faible, moins il y a de chances qu'une interaction avec d'autres atomes. Voilà. Donc, on avait le détecteur qui est ici, peut se déplacer en chariotage de 1,88 micromètres. Et donc, on obtient notre figure d'interférence. Voilà, je triche un peu par rapport à leur résultat.
modulée, semblerait-il, par notre figure de diffraction. Si on prend la valeur de I expérimentale ici, qu'on compare à I théorique de la formule, on remarque qu'on n'est pas très loin. Donc la théorie d'optique ondulatoire vérifie bien l'expérience faite à constance. Et si on prend la tâche centrale de diffraction, je crois que ça marche à peu près aussi. Alors, on va regarder ça. Alors ça, c'est la tâche centrale de diffraction, donc on va dire qu'ici, alors vous voyez, ils ont un peu plus augmenté, eux, que nous, parce que là, on aurait à peu près 100 micromètres, nous. Et théoriquement, on a 132 micromètres, donc un petit écart. Après, j'ai arrêté ici, mais il aurait été intéressant de faire l'expérience un petit peu plus loin à droite, de plutôt dans les 110-120. Donc l'expérience de diffraction quantique correspond bien aux formules d'optique. Donc là, on vérifie bien l'aspect ondulatoire dans le modèle quantique. Après, il s'était posé une question, ici. Je vais expliquer ce petit calcul. Et ici, cette fente va diffracter. Elle va diffracter, mais il faut que F1 et F2 soient à peu près éclairés de la même façon. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est ça en fait. C'est très mal dessiné, je refais. Il faut que je parte de beaucoup plus haut. Voilà, là ça a l'air d'être un peu mieux. Il nous faut à peu près ça. C'est-à-dire qu'il faut que F1 soit à peu près éclairé de la même façon que F2. Il me faut surtout pas ça. Voilà, là, à peu près pour expliquer. Bon, vous allez me dire, la tâche elle va être au centre, elle va être éclairée de la même façon. Mais il faut quand même éviter. Il faut essayer d'éclairer l'ensemble F1, F2 avec à peu près la même intensité lumineuse. Et justement, vu que A vaut 8 micromètres, je change la couleur parce que je pense que le jaune c'est la pire. Vu que A vaut 8 micromètres, si on calcule la tâche diffraction liée à la première fente, on obtient 66 micromètres. Donc on est sauvé, on a bien une tâche diffraction plus grande que l'espace entre les deux fentes Young. Alors est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui. Ah, plus grande, pardon. J'ai dit plus petite. Non, plus grand. Plus grande. Oui, là tu as F. Là on a F1 et F2. Il faut que la tâche diffraction, la tâche centrale, tu vois, éclaire à peu près de façon équivalente les deux fentes. D'accord? Donc il faut qu'effectivement elle soit plus grande. Ok? Alors je vois qu'il est midi 05, et là j'ai encore, pour pas mal de temps encore. Attends, je pense que je vais répondre à vos questions, et ça, la suite je la ferai jeudi, là, tout ce qui suit. Hein, parce que là... En plus, il commence à avoir un petit peu de bruit chez moi, les enfants, ils n'arrivent pas à tenir 2 heures tranquilles. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire? Vous voulez qu'on reprenne tout, voir ce qu'il y a d'important? C'est ça qui vous intéresse, je pense. Alors on y va, on reprend d'en haut. Alors sur ce chapitre, ça, important, particules libres, Vx égale 0. Ça, je pense, pas de mal à le retenir. Ça, il faut savoir refaire, ça sort souvent au concours, hein, ça. On va vous donner Schrödinger, elle est écrite. Il faudra dire que V vaut 0. Et vous allez avoir donc cette équation qui est ici. Vous allez tomber là-dessus. D'accord? Mais ça, vous faites apparaître une équation différentielle. Et souvent au concours, c'est exactement les mêmes questions pour faire les 3 cas. Dans le A, E négatif, ça marche pas parce que les deux solutions divergent. E nul, A, pas possible parce que ça diverge. B, ça normalise pas la fonction d'onde. Dans les deux possibilités là, c'est psi égale 0. Psi égale 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de particule. Ou que, bon, on peut pas décrire la particule une fonction d'onde nulle. Donc ça marche pas. Donc on garde le cas E positif. Ok, ça je passe. La relation de dispersion. Mais en fait, la relation de dispersion, on retrouve ce qu'on a posé. Ah, pardon, c'était là.
Ça confirme, pardon. Ça confirme juste ce qu'on a fait. Hein. E égale h bar, regardez, E égale h bar 2 K2 sur 2M, quand on élève ça au carré, on retrouve la même chose. Ça à retenir, c'est dispersif. On propose une structure à paquet d'ondes, donc là il y a plein de calculs. Bon, honnêtement, vous aurez peut-être à les refaire, mais je pense pas que ça ait grand intérêt à apprendre par cœur. Relisez juste ça rapidement. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? C'est peut-être ça qu'il faut y penser. Mettre en facteur l'onde moyenne pour faire apparaître justement l'enveloppe. Ici, quand on fait le calcul de delta oméga n, si on cherche ça en fait, on obtient deux termes. Et sur ces deux termes, on va en négliger un par rapport à l'autre, ce qui fait qu'on a un VG qui ne dépend pas de K, mais que de K0. Donc c'est le même pour toutes les ondes qui forment le paquet d'ondes. Oui, vas-y. Vas-y. Oui. Oui, en fait, le fait de mettre un facteur l'onde moyenne va me faire apparaître l'autre terme, qui est l'enveloppe. Alors, on va regarder les valeurs de Vφ et Vg. Merde, je sais plus. C'est quoi? C'est Vφ égale 2Vg, je crois. Ah, on l'a pas démontré là déjà, à ce moment-là du cours. C'est Vφ égale 2Vg. Donc Vφ est plus grand. Ah, j'en ai besoin. Alors, Vg égale 2Vφ. Vous savez quelle page c'est écrit? J'allais le vérifier. Page 4, merci. Vg égale 2Vφ. Ok, donc le paquet... Attendez, on va quand même vérifier ce que vous me posez comme question. Hein. On ira plus vite en allant chercher le cours. OD4, on a fait ça quand dans OD4? Non, c'est ça. L'enveloppe se déplace à Vg et Vφ se déplace à la vitesse de phase, et l'onde moyenne, c'est l'onde qui est à l'intérieur de l'enveloppe. Ouais, ici, on suit la courbe rouge. La rouge, c'est celle-ci. Alors peut-être c'est mon terme d'onde moyenne qui est pas bon. Par rapport à ce qu'on avait écrit là. Tac, on va y arriver. Si je l'ai pas dépassé, j'espère. Ça va être là. Non, c'est bon, on n'a pas changé nos termes. Hein. Onde moyenne, enveloppe. J'ai pas changé la façon de m'exprimer par rapport aux différentes ondes. Donc on a bien ici onde moyenne et ici enveloppe ou paquet d'ondes. Donc les termes c'est les mêmes. Hein. Par contre, par rapport au schéma que je vous ai montré, ici, il y a un écart plus rapide entre Vg et Vφ. L'autre Vg était très proche de Vφ sur le petit dessin que vous avez là. Là, Vg était assez proche de Vφ, on doit être à... Alors là, c'était Vφ en plus qui était plus grand. Donc ça correspond pas au cas qu'on vient en train d'observer. Hein. Bon, ça, c'est... Retenez que la particule est fortement présente au centre de densité de probabilité. Bon, ça, c'est pas très important. C'est pas très important, vous voyez, il y a un exercice d'oral où c'est demandé. Au concours, ça. Le calcul A delta x delta k égale 4pi. Bon, ça, hop, on passe. Ça, on passe. Donc ça, par contre, super important. Cette partie-là, à apprendre par cœur, la formule qui est là. Vous la prenez sur la forme que vous voulez, soit sur cette forme-là, soit sur cette forme-là, vous faites un choix. Hein. Prenez ça que vous avez plus de facilité à retenir, faites attention que ρ, faut pas oublier ce que c'est.
c'est dp sur dx. Puis là, l'expérience, vous la lisez une fois, puis c'est bon. Pas... Retenez plutôt les formules que vous avez l'air d'avoir oubliées. Hein, celles qui sont ici, là. Et ici. Puis le reste, on le finira la prochaine fois. Ça, par exemple, vous voyez, c'est quelque chose qui peut sortir au concours, exactement posé de la même façon qu'on vient de faire dans le cours. Sauf que les questions seront détaillées, mais vont ressembler un petit peu aux calculs, aux explications que je viens de vous faire. Est-ce qu'il y a des questions encore, ou on peut s'arrêter là? Je crois que c'est bon, semblerait-il. Alors, on avait fait l'expérience suivante de Karnal et Mlinek, qui correspondait à une source d'hélium, une première fente qui élargit le faisceau, pour ensuite attaquer un dispositif de fente Young, et ces deux fentes Young nous avaient permis d'avoir une figure d'interférence, et les particules utilisées c'était des noyaux d'hélium, et pas des photons comme on l'a vu en optique. Cependant, le résultat était très proche de ce qu'on s'attendait à voir. C'est-à-dire une figure d'interférence qui vérifie la formule de Fresnel, modulée par la tâche de diffraction. Donc on avait vu que la tâche de diffraction, ça correspondait à peu près à 20% d'erreur. Par contre, l'interfrange était très très proche. Il y avait 7 micromètres et l'autre 8,4 micromètres. Alors le souci de cette expérience, qui a été réalisée en 1991, je crois, a dans les années 1910-1920 posé un problème à Einstein. Alors on va voir un petit peu ce qu'il a proposé. Donc voilà le schéma. Donc le but d'Einstein, en fait, c'était de deviner par quel trou va passer le noyau d'hélium. Est-ce que c'est F1, est-ce que c'est F2? Pour cela, il a réalisé un c'est par la pensée la réalisation, c'est pas une expérience. Il a supposé qu'on pouvait faire déplacer ici la fente numéro 1. Donc là, en fait, ça glisse par là ou par là, le système. Donc on va voir pourquoi. Alors je me souviens plus, je crois que si ça passait par 1, le système descend, et si ça passe par 2, ce serait l'autre possibilité qui n'est pas tracée ici, le système monte. Donc le but c'est, en fonction du déplacement de la fente initiale, on va l'appeler F0, si elle s'appelle F. Suivant le mouvement de la fente F, suivant l'axe X, il pense pouvoir déterminer si la fente, si l'hélium là, hop, passe par la fente 1 ou la fente 2. Alors voyons pourquoi ça. Pourquoi cela plutôt. Alors nous on va calculer la variation de quantité de mouvement entre la sortie et l'entrée. Ce que j'ai noté P1 moins P0. Donc là on calcule P1. Donc vous avez P1 qui est comme ça. P1Z et P1X. Alors on projette avec la langue alpha. Donc ça fait pour Z c'est cos alpha et pour X c'est sinus alpha. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit là. P0 sinus alpha UX plus cos alpha UZ. Moins le P0 qui est ici UZ. P0 effectivement est seulement suivant l'axe UZ. On réécrit l'écriture, regroupant en fonction des vecteurs unitaires, ça fait P0 facteur de sinus alpha UX plus cos alpha moins 1 UZ. Alors cependant, alpha on peut le calculer. On va refaire le schéma parce que je l'ai un peu haut là. Donc on est aussi comme ça. Alpha A sur 2 ici. Et ici une distance D. Là j'ai F1 je crois. Et là j'ai le centre. Et là j'ai F2. Parce que la distance entre les fentes elle est notée A dans ce problème. Donc tangente alpha c'est A sur 2 sur D. Ce qu'on a écrit ici. On suppose les angles petits. Les angles petits, c'est-à-dire que ça, c'est assimilable à tangente alpha. Et ça, c'est assimilable à 1.
Donc quand je remplace mus alpha par alpha, puis après par tangente alpha, ça devient A sur 2D, ça fait 0, et il reste que delta P, c'est P0 A sur 2D UX. Vous avez des petites questions sur ce passage? Oui, vas-y. Fiona, vas-y. Ouais, on peut faire, on a les trois approximations. Alors, je me souviens plus par cœur des deux plans lévités. Lui, je crois que c'est alpha moins alpha 3 sur 6. Et lui, je sais plus, quelqu'un s'en souvient? Non, personne. En fait, à l'ordre 1, ils sont tous égaux à alpha. Ouais, non, celui-là, je le connais pas par cœur, faudrait faire le calcul. Hop. Mais en fait, à l'ordre 1, ils sont tous égaux à alpha, donc effectivement, quand l'angle est petit, je peux dire sinus alpha égale environ alpha, tangente alpha égale environ alpha. Bon, et donc les deux sont égales tous les deux alpha si l'angle alpha est très petit. Bon, je vous laisse chercher ça, quelqu'un me le dira à un moment dans le cours. Donc ça, c'est... Oui, c'est le dépend limité de tangente alpha. Je connais pas l'ordre 2 et l'ordre 3. Je m'en souviens plus. Voilà, je sais que cos alpha, c'est 1 moins alpha carré sur 2. C'est quoi? C'est alpha 3 sur 3? Bon, franchement, je le connais pas. Alors, donc ça, c'est la variation de quantité de mouvement du noyau d'hélium. Donc, par le principe d'action-réaction, l'écran va avoir une variation de quantité de mouvement opposée au noyau d'hélium. D'accord? C'est pour ça qu'il y a le moins ici en plus. Ça, c'est par rapport à l'écran. Ça, c'était par rapport à l'hélium. Donc, le raisonnement d'Einstein, c'est si j'ai un moins, eh ben l'atome passe par la fente 1. Et si j'ai un plus, ici, hein, moins égale fente 1, et plus, c'est fente 2. Dans les is, il suffit que je regarde comment bouge l'écran, parce que la variation de quantité de mouvement, ça va entraîner un mouvement de l'écran. C'est pour ça qu'il a mis des petits galets. Les petits galets, c'est un système rotatif, un peu comme vous avez sur les télésièges, ou sur d'autres systèmes de manège. Donc ici, j'arrive à voir le mouvement de l'écran, j'arrive à savoir par quelle fente est placé le noyau d'hélium. Donc il a envoyé cet exercice de pensée à l'ensemble des scientifiques de l'époque, et Bohr lui a répondu que oui, il peut, mais à condition que l'indétermination quantique sur l'écran soit beaucoup plus petite que ce qu'il va mesurer. C'est-à-dire en fait, il faut que delta px soit plus petit que ça. Alors nous, on va calculer delta px et on va voir qu'en fait, c'est pas le cas. Voilà, ça c'est ce qu'a dit Bohr. Ça c'est delta p écran. Donc pour vérifier ça, vu qu'on parle d'indétermination quantique, on va utiliser Heisenberg. Donc Heisenberg, je rappelle, delta x, delta px plus grand ou égal à h bar sur 2. On isole delta x. Là, on fait l'approximation que les deux sont égaux, on se met au cas limite. Ça, bon, si on prend le 2, ça c'est 2 fois delta p écran. C'est pour ça que là, ça passe de supérieur ou égal à très supérieur. Et j'ai remplacé ça ici. Donc ça fait delta, donc on simplifie les deux, pas de souci. Et là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai du mal à lire. H bar D P0 soit. Là, on utilise la relation de De Broglie. Ici. Et on a un résultat final de delta X plus grand que lambda D sur 2 pi A. Alors parce que H bar, je rappelle, c'est H sur 2 pi. Hein. Donc, oui, vas-y. Ouais, c'est pour toutes les particules de matière auxquelles tu vas appliquer la physique quantique. Si on l'avait tout au début d'MQ1, si tu veux, je vais vous la montrer. D'accord. Elle est au tout début d'MQ1, c'est le rappel. En fait, vous l'avez vu en sup et je crois en chimie. Alors par contre, moi je la prends plutôt sous la forme lambda égale h sur p. Ah, moi je la retiens plutôt sous cette forme-là. Parce que c'est
Ah non, c'est H. Des fois on met un B pour dire longueur d'onde de Broglie associée à la particule. On peut mettre un B par contre. Ah, parce que je remplace en fait. Ici. J'ai pas pris l'égalité en fait. Soit vous prenez l'égalité, vous mettez dans le cas limite, soit vous prenez l'inégalité qui correspond au calcul. Donc ici je remplace, j'espère que je ne me suis pas trompé dans les signes, si on prend l'égalité. Je le remplace, donc je remplace par quelque chose qui est plus grand, donc ça va rendre plus petit la quantité. C'est pour ça que ça passe à, c'est ça, c'est bon. Donc ça devient très très supérieur à. Si tu veux, on va dire des bêtises, ça vaut 2. Ah, par quelque chose, oui, qui est plus grand, et là on va passer à 0, à la grandeur, ça va venir 0,02, par exemple. Parce que je remplace par quelque chose qui est beaucoup plus grand au dénominateur. Mais après, si ça vous embête, vous mettez égal environ, là, vous prenez l'égalité, puis vous laissez supérieur ou égal partout, c'est pas gênant. Donc la conclusion, c'est que delta x, si on va être va être supérieur à 10 puissance 4 lambda, rien que par l'indétermination quantique. Donc le souci, c'est que l'indétermination par rapport au calcul du mouvement, elle est trop importante. Si vous voulez, même si la fente bouge à cause du passage du noyau d'hélium, la fente va encore plus bouger par l'indétermination quantique que j'ai sur delta px, qui entraîne une indétermination quantique sur x. Je vous fais un petit dessin. Vous avez la fente là. L'hélium va par exemple entraîner un mouvement vers le haut de ça, mais l'indétermination quantique sur delta x va entraîner un mouvement par exemple encore plus grand. Donc on peut pas dire si ça monte que ça provient du fait que la particule est passée en haut. En plus c'est l'inverse, quand ça monte c'est la particule qui va en bas. Hop. Donc en fait l'indétermination quantique sur x cache le phénomène de savoir par quelle fente est passé le noyau d'hélium. Et comme on a une indétermination quantique ici, par quelle fente est passé le noyau d'hélium, ça va entraîner un brouillage des franges. Et en fait, ce résultat il est général. À chaque fois qu'on essaye de faire une mesure ou déterminer par quelle trajectoire est passée la particule quantique, on a toujours un brouillage de la figure d'interférence. Donc ce qu'il faut retenir c'est ça. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. On va le lire ensemble. Bon, les calculs, c'est pas important. Au pire, si vous avez ça au concours, vous allez être guidé. On va vous refaire pratiquement 1 heure avec une dizaine de questions posées dessus pour avoir le même résultat que j'ai eu à la fin. Lorsqu'on observe une figure d'interférence, la notion de trajectoire de particules quantiques perd son sens. Vous pouvez rajouter brouillage de la figure d'interférence. Si on essaye de déterminer la trajectoire réelle de la particule. Donc là, ce qu'on sait, ce n'est pas de mesurer parce qu'il y a une chance sur 2 que la particule passe par la fente 1 et une chance sur 2 que la particule passe par la fente 2. Mais par exemple, si on prend 100 particules, on sait qu'à la fin, il y en aura 50 et 50. Bon, dans le cas des statistiques parfaites. Mais on ne sait pas si par exemple, si la numéro 6 sera passée par la fente 1 ou la fente 2.